Chez elle, Diane attend d'être certaine de pouvoir agir sans attirer l'attention avant de tirer de dessous son lit le sac de sport qu'elle a soigneusement dissimulé. Lorsqu'elle l'ouvre, les liasses de billets apparaissent devant elle. Elle commence alors à les compter méthodiquement, une à une, jusqu'à atteindre une somme presque vertigineuse. 99 900 € sont désormais entre ses mains. Cette découverte donne soudain une réalité très concrète à tout ce qui s'est joué autour de cet argent. Diane ne se contente plus d'imaginer ce que contient le sac, elle connaît désormais exactement son montant. Devant ces billets soigneusement alignés, elle mesure forcément l'importance de ce qu'elle a déterré, tandis qu'ailleurs, Swazik continue de subir les conséquences d'une affaire qu'elle ne maîtrise plus. Pendant ce temps, Swazik revient chez elle après avoir passé la nuit chez Samuel. Celui-ci l'accompagne, refusant visiblement de la laisser affronter seule ce retour difficile. Dès qu'ils entrent dans l'appartement, les traces du saccage ramènent brutalement Swazik à la violence de ce qu'elle vient de vivre. Même après avoir rangé, elle ne parvient pas à retrouver le sentiment de sécurité qui existait auparavant. Chaque objet déplacé semble lui rappeler qu'un inconnu a pénétré dans son intimité et a fouillé son domicile avec une détermination inquiétante. Pour Swazik, la peur ne concerne pourtant plus seulement sa propre sécurité. Une pensée devient progressivement insupportable. Si cette personne est prête à aller aussi loin pour récupérer quelque chose, rien ne garantit qu'elle ne décidera pas de s'en prendre à Adam. Cette possibilité suffit à faire tomber les dernières résistances de Swazik. Jusqu'ici, elle a essayé de comprendre, de contenir la situation et de ne pas laisser la panique guider ses décisions. Mais lorsqu'il est question de son fils, elle ne peut plus prendre le moindre risque. Samuel reste auprès d'elle, conscient que cette inquiétude maternelle vient de changer complètement sa manière d'envisager le danger. Swazik décide donc de se rendre au commissariat. Samuel l'accompagne une nouvelle fois, sa présence servant de point d'appui alors qu'elle doit maintenant raconter ce qui s'est passé et reconnaître officiellement qu'elle se sent menacée. Ce choix représente déjà un changement important. Au lieu de continuer à affronter seule cette situation obscure, elle accepte enfin que la police intervienne et tente de comprendre ce qui se trame. Au commissariat, c'est Sarah qui recueille leur déposition. Swazik revient sur les événements, tandis que Samuel reste près d'elle. La policière écoute attentivement, mais une difficulté apparaît rapidement. Après le saccage, Swazik a déjà remis son appartement en ordre. En voulant effacer les traces visibles du chaos et retrouver un semblant de normalité, elle a malheureusement supprimé une partie des éléments qui auraient pu être utiles aux enquêteurs. Il devient donc pratiquement impossible d'effectuer des relevés exploitables directement chez elle. La situation est frustrante, car le domicile aurait pu offrir des indices permettant d'identifier la personne qui s'est introduite dans les lieux. Sarah ne se décourage cependant pas. Si l'appartement ne peut plus véritablement parler, il reste encore un autre objet susceptible de conserver des traces importantes, le téléphone de Swazik. La policière décide ainsi de saisir l'appareil dans l'espoir d'y découvrir quelque chose. Un appel, un message, un détail apparemment insignifiant pourrait permettre de comprendre qui cherche à atteindre Swazik et pourquoi. Pour cette dernière, confier son téléphone signifie également abandonner une partie du contrôle qu'elle tentait encore de conserver, mais désormais, sa priorité est claire, empêcher que la menace ne touche Adam. Dans le même temps, loin du commissariat, Lizzie et Warren restent enfermés dans la pièce où ils sont retenus en otage. Leur situation demeure extrêmement préoccupante, mais ils refusent de céder complètement à la peur. Warren s'acharne sur la fenêtre, convaincu qu'elle peut devenir leur seule véritable issue. À force d'efforts, il parvient presque à l'ouvrir, et cette avancée change immédiatement leur état d'esprit. Pour la première fois depuis leur enfermement, une possibilité de fuite semble réellement prendre forme. Lizzie et Warren savent qu'ils sont encore loin d'être libres, mais cette fenêtre représente désormais beaucoup plus qu'une simple ouverture vers l'extérieur. Elle devient une promesse fragile, une chance à laquelle ils peuvent se raccrocher pour ne pas sombrer dans le découragement pendant que leurs ravisseurs continuent de contrôler leur sort. Warren poursuit donc ses efforts avec prudence, conscient qu'un bruit trop important pourrait anéantir leur tentative. Lizzie observe chaque mouvement avec la même tension. Ils n'ont aucune certitude sur ce qui les attend de l'autre côté, mais rester enfermés sans agir serait encore plus insupportable. Dans ce huis clos oppressant, l'espoir de parvenir à s'échapper commence doucement à prendre le dessus sur l'impuissance. Ailleurs, chez les Collin, une situation d'une toute autre nature vient également éveiller les soupçons. Esme remarque autour de la taille de sa sœur une ceinture de luxe qui ne passe pas inaperçue. Ce simple détail suffit à lui donner le sentiment que quelque chose n'est pas normal. Elle connaît suffisamment sa sœur pour comprendre que cet accessoire coûteux mérite au moins quelques explications. Esme ne parvient pas à oublier cette impression lorsqu'elle retrouve leur mère,
Emily, à la fin de lui donner un coup de main pendant l'après-midi. Ce qui aurait pu rester une observation anodine devient rapidement une véritable inquiétude. Incapable de garder ses doutes pour elle, Esme finit par les confier à Emily, qui prend immédiatement l'affaire beaucoup plus au sérieux. Emily ne se contente pas de questions vagues. Devant les soupçons qui viennent de lui être rapportés, elle exige de pouvoir regarder le téléphone de sa fille. Sa réaction est ferme, presque instinctive. Elle veut savoir d'où vient cette ceinture et surtout comprendre ce qui pourrait se cacher derrière ce changement. Très vite, ce qu'elle découvre dépasse largement la simple question d'un accessoire de luxe. En parcourant les échanges avec Marceau, Emily tombe sur des informations qui la bouleversent. Les messages révèlent qu'ils ont pris de la drogue. La ceinture qui avait attiré l'attention d'Esme n'était donc que le premier détail d'une situation beaucoup plus inquiétante. Pour Emily, le problème prend soudain une autre dimension, car il ne s'agit plus seulement de savoir comment un objet coûteux a été obtenu. Cette découverte place la mère face à une réalité qu'elle ne pouvait pas anticiper quelques instants auparavant. Ce qu'elle lit sur l'écran suffit à faire naître de nouvelles inquiétudes concernant Marceau et les choix de sa fille. Tandis que chacun tente encore de mesurer les conséquences de cette révélation, Swazik, de son côté, croit peut-être avoir franchi une étape décisive en ayant enfin parlé à la police. Pourtant, le danger qui plane autour d'elle est loin d'avoir disparu. Son dépôt de plainte n'a pas encore permis d'identifier la personne qui la poursuit, et l'argent demeure au cœur d'une menace dont elle ne comprend toujours pas toutes les ramifications. Alors que Samuel continue de représenter son principal soutien, Swazik ignore encore qu'avant même que la police puisse avancer, la violence va brutalement se rapprocher d'elle. Le soir tombe sur 7, mais pour Swazik, la journée n'a rien effacé de l'angoisse accumulée depuis le saccage de son appartement. Elle rentre chez elle avec cette impression persistante que quelque chose peut encore arriver. Samuel reste en contact avec elle par visioconférence, comme s'il voulait maintenir un lien permanent et lui éviter de se retrouver complètement seule face à ses peurs. Swazik avance chez elle tout en parlant avec lui. Le simple fait d'entendre sa voix lui apporte un peu de stabilité après une journée passée entre inquiétude, commissariat et souvenirs du chaos découvert dans son appartement. Pourtant, malgré cette présence à distance, elle ne parvient pas à retrouver un véritable sentiment de sécurité. Son domicile, autrefois familier, lui paraît désormais étrangement vulnérable. Elle sait que la police possède son téléphone et qu'une enquête peut commencer, mais cette perspective ne suffit pas à calmer son esprit. Depuis qu'elle a envisagé que la personne qui la menace puisse s'en prendre à Adam, tout a changé. La peur n'est plus seulement personnelle. Elle s'est transformée en une inquiétude maternelle beaucoup plus profonde, capable de rendre chaque silence et chaque mouvement suspect. Soudain, alors que Samuel est toujours avec elle à travers la visioconférence, tout bascule. Un homme vêtu de noir, le visage dissimulé sous une cagoule, surgit brutalement. Swazik n'a pratiquement pas le temps de comprendre ce qui se passe. Son téléphone lui échappe des mains et tombe au sol tandis que l'inconnu se jette sur elle avec une violence qui ne laisse aucune place au doute. L'agresseur tente de l'étrangler. En quelques secondes, la peur qui jusque-là restait abstraite devient une menace physique immédiate. Swazik cherche son souffle, son corps réagissant instinctivement à l'étau qui se referme autour de son cou. Elle ne fait plus face à des traces de saccage ou à des hypothèses inquiétantes, elle se trouve directement entre les mains de celui qui veut la terroriser. La violence de l'attaque ne vise pas seulement à lui faire mal. L'homme veut lui transmettre un message précis. Il lui ordonne de rendre l'argent dès le lendemain et accompagne cette exigence d'une menace de mort. S'il ne récupère pas ce qu'il réclame, Swazik comprend qu'il est prêt à revenir et à aller beaucoup plus loin. Cette fois, aucune ambiguïté n'est possible. Pour Swazik, ces quelques mots sont presque aussi terrifiants que les mains qui viennent de se refermer sur sa gorge. Jusqu'à présent, elle pouvait encore espérer que le saccage de son appartement n'était qu'un avertissement. Désormais, elle sait que la personne qui la poursuit est capable de passer à la violence physique et qu'elle dispose d'un délai extrêmement court pour répondre à ses exigences. Puis, aussi rapidement qu'il est apparu, l'homme prend la fuite. Swazik reste sur place, complètement bouleversé, cherchant désespérément à reprendre sa respiration. Ses gestes deviennent difficiles, son souffle irrégulier, et son esprit peine à remettre de l'ordre dans ce qui vient de se produire. En quelques instants, son appartement est redevenu le théâtre d'une intrusion, mais cette fois, c'est son propre corps qui a été attaqué. Le détail le plus glaçant reste pourtant invisible pour elle, derrière la cagoule se cachait Marco. Swazik ignore totalement l'identité de celui qui vient de tenter de l'étrangler. Elle ne possède que son apparence dissimulée, sa voix, sa violence et cette exigence obsessionnelle concernant l'argent. L'homme qui lui a promis la mort conserve donc pour l'instant un avantage considérable, elle ne sait pas contre qui elle se défend.
Samuel, de son côté, était encore présent à travers l'appel lorsque l'attaque a commencé. La visioconférence, jusque-là destinée à rassurer Swazik, devient brutalement le lien entre lui et la scène terrifiante qui se déroule chez elle. Lorsque le téléphone tombe, il ne peut plus contrôler ce qui se passe. Cette distance rend la situation encore plus insupportable, car il sait que Swazik est en danger sans pouvoir immédiatement la protéger. Pendant ce temps, une autre séparation se prépare à Seth. Manny est au lit avec Jack lorsqu'il décide de lui révéler une vérité qu'il n'avait pas encore formulée aussi clairement. Jack savait qu'il devait repartir en Savoie pour accompagner son père pendant sa convalescence. Mais Manny lui annonce que ce retour ne sera pas temporaire. Il envisage désormais de s'y installer définitivement. La raison de cette décision est profondément familiale. Manny veut pouvoir aider son père au quotidien, rester près de lui et assumer une présence durable. Dans son esprit, ce choix n'efface pas ce qu'il ressent pour Jack. Il affirme au contraire que leur couple peut survivre à la distance. Il veut croire qu'une séparation géographique n'est pas nécessairement synonyme de rupture et qu'ils pourront préserver leur relation. Pour Jack, cependant, les mots de Manny ont une toute autre résonance. Derrière la promesse d'un amour capable de tenir malgré les kilomètres, il entend surtout l'annonce d'un nouvel abandon. Manny ne lui parle plus d'une absence limitée dans le temps, mais d'un départ sans véritable date de retour. Cette nuance suffit à transformer une situation déjà douloureuse en une perspective beaucoup plus difficile à accepter. Jack ne peut pas simplement réduire son émotion à la tristesse de voir son compagnon partir. Ce départ réveille quelque chose de plus profond, la sensation de perdre à nouveau quelqu'un auquel il s'est attaché. Manny lui assure qu'ils trouveront une façon de continuer, mais Jack sait que les appels, les messages et les visites ne remplaceront jamais complètement la présence quotidienne qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Plus tard, Manny passe au hall pour dire au revoir à Alex et Judith. Ce geste confirme encore davantage la réalité de son départ. Il ne s'agit plus d'une idée évoquée dans l'intimité d'une conversation avec Jack, mais d'une décision qui commence à prendre forme dans sa vie concrète. En saluant ceux qu'il connaît à Seth, Manny semble déjà préparer la fermeture d'un chapitre. Pourtant, lorsqu'il retourne ensuite chez Jack, il refuse de partir immédiatement. Manny décide de décaler son départ afin de profiter au maximum des derniers moments qu'ils peuvent encore partager. Cette décision traduit son attachement sincère. S'il choisit la Savoie pour soutenir son père, il n'en demeure pas moins douloureusement conscient de ce qu'il laisse derrière lui en s'éloignant de Jack. Il lui offre également un billet utilisable à n'importe quel moment, afin que Jack puisse venir le rejoindre lorsqu'il le souhaitera. Pour Manny, ce billet représente une promesse de continuité, la preuve matérielle que la distance ne doit pas devenir une frontière définitive entre eux. Il cherche ainsi à transformer son départ en simple changement d'organisation plutôt qu'en rupture de leur histoire. Mais Jack n'arrive pas à recevoir ce geste avec le même optimisme. La colère prend progressivement le dessus sur la tristesse. Il finit par avouer à Manny qu'il lui en veut terriblement de l'abandonner encore une fois. Derrière cette accusation se cache surtout une douleur qu'il ne peut plus contenir. Le billet offert ne suffit pas à effacer ce sentiment d'être celui qui reste pendant que l'autre s'éloigne. Manny se retrouve alors face à la conséquence la plus douloureuse de sa décision. Il peut expliquer ses raisons, rappeler la situation de son père et promettre que leur amour résistera, mais il ne peut pas empêcher Jack de ressentir cette séparation comme une blessure. Entre devoir familial et relations amoureuses, aucune solution ne semble capable d'éviter complètement la souffrance de l'un ou de l'autre. Ainsi, tandis que Swazik vient de découvrir que la menace qui la poursuivait peut désormais prendre la forme d'une agression mortelle, Jack affronte une peur d'une nature différente, celle de voir une relation importante lui échapper malgré les promesses. À Seth, les dangers ne se ressemblent pas, mais chacun se retrouve confronté à cette même sensation brutale de perdre le contrôle sur ce qui semblait encore tenir quelques heures auparavant. Au cabinet, Raphaël poursuit sa journée de travail sans imaginer qu'une simple décision professionnelle va provoquer un malentendu embarrassant. Lorsqu'elle accepte de prendre en charge une nouvelle affaire, Gabriel interprète immédiatement cette information à sa manière. Pour lui, cela signifie que Raphaël ne partira finalement pas en Thaïlande et que le séjour offert par un client pourrait désormais revenir à Soraya et à lui. Cette idée s'installe rapidement dans l'esprit de Gabriel, qui voit déjà dans ce voyage une occasion inattendue de profiter de quelques jours loin de Seth avec sa compagne. Il ne pense pas encore aux implications professionnelles d'un tel cadeau. À ce moment-là, il ne retient qu'une chose. Si Raphaël reste au cabinet pour traiter ce nouveau dossier, quelqu'un d'autre pourrait peut-être bénéficier du séjour. À la pause déjeuner, Gabriel retrouve Nordine. La conversation semble d'abord anodine, mais une information vient brusquement bouleverser ses suppositions.
Nordine lui apprend que Martin va justement partir en Thaïlande avec Raphaël. En quelques secondes, Gabriel croit comprendre que le voyage dont il rêvait vient de lui échapper et que Raphaël a finalement décidé d'en profiter avec Martin. La déception est immédiate. Gabriel, persuadé d'avoir découvert une forme d'injustice, laisse son irritation prendre le dessus. Il pense que Raphaël a récupéré le séjour tout en laissant croire le contraire, et cette impression le pousse à réagir sans prendre le temps de vérifier les faits. Sous le coup de l'agacement, il rédige alors un message particulièrement virulent destiné à Soraya. Gabriel veut simplement prévenir sa compagne de ce qu'il vient d'apprendre. Il imagine sans doute que Soraya partagera son indignation et qu'ils pourront ensuite commenter ensemble cette situation. Mais dans la précipitation, il commet une erreur aussi banale que catastrophique. Au lieu d'envoyer son message uniquement à Soraya, il le publie directement dans le groupe de discussion du cabinet. Le problème devient immédiatement évident. Soraya découvre le message et comprend aussitôt ce qui vient de se produire. Elle appelle Gabriel pour l'avertir qu'il ne lui a pas écrit en privé, mais devant tous leurs collègues. À cet instant, Gabriel mesure enfin l'ampleur de sa maladresse. Les mots qu'il croyait réservés à sa compagne sont désormais visibles par l'ensemble du cabinet. Son premier réflexe est évidemment de vouloir supprimer le message avant qu'il ne provoque davantage de dégâts. Mais Gabriel n'a pas le temps de réparer son erreur. Raphaël l'a déjà lu. Ce qu'elle découvre ne ressemble pas à une simple remarque maladroite. Le ton employé est suffisamment virulent pour qu'elle décide de ne pas laisser passer l'incident comme s'il s'agissait d'une plaisanterie entre collègues. Raphaël convoque donc Soraya et Gabriel dans son bureau. Le moment est particulièrement inconfortable pour eux, car ils savent déjà qu'une explication sera nécessaire. Gabriel ne peut plus prétendre que son message a été mal interprété, il doit désormais faire face à la personne qui l'a critiqué, tandis que Soraya se retrouve entraînée dans une situation qu'elle n'a pas créée. Cependant, Raphaël ne cherche pas seulement à leur reprocher le contenu du message. Elle profite de cet incident pour rappeler une règle essentielle liée à leur profession. Accepter un cadeau aussi important de la part d'un client serait extrêmement problématique. Un cabinet d'avocats doit protéger son indépendance et éviter toute situation pouvant donner l'impression qu'un client est capable d'acheter une faveur particulière. Pour Raphaël, la question dépasse donc largement les vacances ou la destination choisie. Si des avocats commencent à accepter de tels avantages, leur réputation peut rapidement être fragilisée. D'autres clients pourraient imaginer qu'un cadeau suffit à influencer leur décision ou leur implication dans un dossier. Elle veut donc que Soraya et Gabriel comprennent précisément pourquoi ce type de présent doit être refusé. C'est alors qu'elle révèle ce qui s'est réellement passé. Contrairement à ce que Gabriel avait imaginé après sa conversation avec Nordine, Raphaël n'a jamais accepté le séjour offert. Elle l'a refusé précisément pour les raisons professionnelles qu'elle vient d'exposer. Son voyage avec Martin n'a donc aucun lien avec ce cadeau et ne représente en rien un avantage obtenu grâce à un client. Raphaël et Martin ont simplement décidé de partir ensemble en Thaïlande et de financer eux-mêmes leur voyage. La réalité est donc beaucoup moins scandaleuse que ce que Gabriel s'était construit dans son esprit. En apprenant cette précision, il comprend que toute son irritation reposait sur une conclusion trop rapide, prise sans vérifier les faits et aggravée ensuite par un message envoyé sous le coup de l'émotion. Soraya se retrouve elle aussi dans une position embarrassante. Même si elle n'est pas à l'origine de l'erreur, elle avait également envisagé la possibilité de profiter du séjour si Raphaël n'en voulait pas. Le rappel des règles professionnelles la concerne donc directement. Face à leurs supérieurs, tous deux n'ont d'autre choix que de reconnaître qu'ils ont mal évalué la situation et qu'ils se sont laissés emporter. Gabriel et Soraya présentent alors leurs excuses. Elles sont franches, car l'erreur ne peut plus être minimisée. Gabriel doit accepter le ridicule de son message envoyé au mauvais endroit, tandis que Soraya comprend qu'elle a été entraînée dans une affaire qui aurait pu être évitée avec davantage de prudence. Raphaël, elle, remet les choses à leur place sans chercher à prolonger inutilement le malaise. Dans le même temps, l'incident offre un contraste saisissant avec les autres événements qui secouent Seth. Alors que Gabriel s'enfonce dans un malentendu professionnel finalement sans conséquences dramatiques, Swazik vient de vivre une attaque qui remet directement sa vie en danger. Le séjour en Thaïlande, les cadeaux de clients et les messages envoyés par erreur paraissent presque dérisoires face à la menace qui pèse désormais sur elle. Chez Swazik, le choc reste profondément ancré. L'agression qu'elle vient de subir ne ressemble en rien au saccage qu'elle avait découvert auparavant. Cette fois, l'homme qui recherche l'argent a choisi de la confronter directement. Il l'a étranglée, lui a imposé un ultimatum et lui a fait comprendre qu'il serait capable de la tuer si elle ne répondait pas à ses exigences. Swazik ignore encore que Marco se cache derrière cette attaque.
Cette ignorance rend la menace d'autant plus difficile à anticiper. Elle ne sait pas quel visage surveiller, quelle personne éviter ni jusqu'où son agresseur est prêt à aller. Elle possède seulement une certitude, il veut récupérer l'argent le lendemain, et il a désormais démontré qu'il ne se contentera plus de simples intimidations. Samuel devient alors plus que jamais son principal point d'appui. Après l'avoir accompagnée au commissariat et l'avoir soutenue lorsqu'elle a accepté de demander de l'aide, il se retrouve brutalement confronté à l'escalade de la menace. La visioconférence qui devait permettre à Swazik de se sentir moins seul lui a montré, au contraire, combien le danger pouvait surgir malgré toutes les précautions prises. Pour Swazik, une autre inquiétude continue de dominer toutes les autres, Adam. Si Marco est capable de s'introduire à nouveau chez elle et de tenter de l'étrangler, rien ne lui garantit que son fils restera en dehors de cette affaire. Cette peur était déjà la raison principale de son passage au commissariat. Après l'agression, elle devient encore plus difficile à repousser. Ainsi, en l'espace de quelques heures, Swazik est passé d'une victime encore hésitante à une femme qui ne peut plus nier la gravité de ce qui l'entoure. Elle avait accepté l'aide de Samuel, puis celle de la police, mais cela n'a pas suffi à empêcher Marco de frapper. Désormais, l'ultimatum est lancé, et le lendemain apparaît déjà comme une échéance terriblement menaçante. Pour Jack, le départ de Manny devient progressivement impossible à considérer comme une simple parenthèse. Le billet qu'il tient désormais entre les mains devrait représenter une possibilité de retrouvailles, une manière de rendre la distance moins définitive. Pourtant, il n'arrive pas à y voir seulement une promesse. Ce morceau de papier souligne surtout la réalité d'un éloignement qu'il n'a pas choisi. Manny tente de lui faire comprendre qu'il ne renonce pas à leur histoire. Son retour en Savoie répond à un besoin familial devenu prioritaire. Son père doit pouvoir compter sur lui pendant sa convalescence, et Manny estime que cette présence ne peut pas être temporaire. Il veut rester, l'accompagner au quotidien et assumer pleinement ce rôle, même si ce choix bouleverse sa vie sentimentale. Jack entend ces explications, mais elles ne suffisent pas à apaiser ce qu'il ressent. Il ne remet pas nécessairement en cause les raisons de Manny. Ce qui lui fait mal, c'est de constater qu'une décision aussi importante modifie leur avenir sans qu'ils puissent réellement agir. La promesse d'un amour à distance lui paraît fragile face à la brutalité concrète d'un départ définitif de Seth. Sa colère vient alors masquer une blessure plus profonde. Lorsqu'il reproche à Manny de l'abandonner encore une fois, il ne cherche pas seulement à le culpabiliser. Il exprime surtout cette sensation d'être celui qui doit rester, attendre, s'adapter et espérer que les sentiments suffiront à combler les kilomètres. Pour Jack, cette perspective réveille une peur qu'il ne parvient plus à dissimuler. Manny, de son côté, se retrouve pris entre deux attachements qui ne s'opposent pas dans ses sentiments, mais deviennent incompatibles dans la réalité. Il aime Jack et veut préserver leur relation. En même temps, il ne peut ignorer la situation de son père. Il tente donc de construire un compromis, persuadé qu'ils pourront se voir régulièrement et maintenir quelque chose de solide malgré la distance. Le fait d'avoir retardé son départ montre qu'il n'est pas indifférent à la souffrance de Jack. Manny veut profiter de chaque instant encore disponible avant de quitter Seth, comme s'il cherchait à emporter avec lui suffisamment de souvenirs pour rendre l'éloignement supportable. Mais plus il essaie d'adoucir la séparation, plus Jack mesure précisément ce qu'il s'apprête à perdre. Pendant ce temps, chez les Collin, Emily reste confrontée à une découverte qui change brutalement son regard sur la situation. Les messages échangés avec Marceau ont révélé l'usage de drogue, et le doute né d'une simple ceinture de luxe a désormais ouvert une inquiétude bien plus sérieuse. Pour une mère, ce genre de révélation ne peut pas être réduit à une erreur passagère. Esme, qui avait simplement remarqué un détail inhabituel autour de la taille de sa sœur, comprend elle aussi que ses soupçons n'étaient pas sans fondement. L'accessoire coûteux n'est désormais plus le centre du problème. Ce qui compte, c'est ce que les échanges découverts sur le téléphone laissent entrevoir sur les fréquentations, les choix et les comportements de sa sœur avec Marceau. Emily doit assimiler ces informations rapidement, sans avoir encore toutes les réponses. Elle sait seulement qu'elle vient de découvrir quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Ce qui l'inquiète désormais n'est plus seulement la provenance d'un objet cher, mais le risque que sa fille soit entraînée dans des comportements plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé quelques heures auparavant. Dans le même temps, Lizzie et Warren restent enfermés, toujours suspendus à la possibilité d'ouvrir cette fenêtre. Chaque tentative de Warren devient essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'un mécanisme récalcitrant, cette ouverture représente leur seule chance visible de reprendre le contrôle. Leur captivité les oblige à avancer avec précaution, car une erreur pourrait attirer immédiatement l'attention de ceux qui les retiennent. Lizzie s'accroche à cet espoir. Être enfermée sans savoir ce que leur ravisseur prévoit crée une tension constante, mais le progrès réalisé par Warren lui permet de ne pas sombrer.
Tant que cette fenêtre n'est pas complètement condamnée, une sortie reste imaginable. Tous deux savent pourtant que presque réussir n'est pas encore s'échapper, et que chaque seconde conserve son poids. Le contraste avec Diane est saisissant. Alors que Lizzie et Warren cherchent désespérément une issue, Diane possède de son côté une information très concrète. Le sac contient exactement 99 900 €. Cette somme donne une nouvelle mesure à l'affaire. Ce ne sont plus quelques billets dissimulés, mais presque 100 000 €, assez pour expliquer l'acharnement de quelqu'un prêt à terroriser Swazik. Diane est ainsi liée, sans forcément mesurer toutes les conséquences, à l'objet même qui concentre les tensions. Pendant qu'elle compte l'argent à l'abri des regards, Swazik subit directement la violence de celui qui le réclame. Cette opposition entre le calme du comptage et la brutalité de l'agression révèle à quel point le sac est devenu le centre silencieux d'une menace qui touche plusieurs personnages. Swazik, elle, reste profondément marquée par l'attaque. Le visage couvert de son agresseur l'empêche de mettre un nom sur la peur. Elle ignore qu'il s'agit de Marco, et cette ignorance rend chaque hypothèse possible. Après l'avoir étranglé et menacé de mort, il lui a imposé une échéance précise, l'argent doit être rendu dès le lendemain. La menace ne laisse aucune place à l'interprétation. Marco n'a pas seulement voulu l'effrayer, il lui a prouvé qu'il était capable de passer à l'acte. Pour Swazik, la sensation de sécurité a donc complètement disparu. Même son appartement ne peut plus être considéré comme un refuge, puisque l'homme est parvenu à l'approcher jusque chez elle malgré son passage au commissariat. Samuel comprend désormais lui aussi que la situation a franchi un seuil. Il avait déjà accepté d'aider Swazik, de l'accompagner chez elle puis au commissariat, mais l'agression transforme son soutien en une nécessité encore plus urgente. Voire, même partiellement et à distance, cette attaque pendant leur appel suffit à rendre le danger beaucoup plus concret pour lui. La peur de Swazik concernant Adam devient alors encore plus légitime. Si quelqu'un est capable de tenter de l'étrangler pour récupérer de l'argent, rien ne garantit qu'il se limitera à elle. Cette possibilité la hante davantage que les blessures ou la menace personnelle. Son instinct de mère l'oblige désormais à penser non seulement à sa propre protection, mais aussi à celle de son fils. Au cabinet, Raphaël a au moins réussi à refermer le malentendu provoqué par Gabriel. Ses explications ont établi clairement qu'elle n'avait jamais accepté le séjour offert par un client et que son voyage avec Martin serait payé par eux-mêmes. Gabriel et Soraya ont compris leur erreur, mais l'incident laisse derrière lui une leçon professionnelle difficile à oublier. Gabriel devra surtout se souvenir du danger des conclusions trop rapides. Une information entendue auprès de Nordine a suffi à déclencher chez lui une certitude, puis une colère, avant même qu'il ait vérifié les faits. Son message envoyé par erreur au groupe du cabinet a transformé une irritation privée en humiliation publique, le forçant à répondre directement de ses paroles devant Raphaël. Ainsi, les différentes histoires de cette journée convergent autour d'une même fragilité, chacun découvre combien une situation peut basculer rapidement. Jack voit son couple menacé par la distance, Emily découvre une réalité inquiétante derrière quelques messages, Gabriel paye une réaction impulsive, tandis que Swazik comprend que l'homme qui la poursuit est désormais prêt à tuer. Mais pour Swazik, contrairement aux autres, le temps est compté. Marco lui a donné jusqu'au lendemain pour rendre l'argent. Or cet argent se trouve ailleurs, entre les mains de Diane, soigneusement dissimulé dans un sac sous son lit. Sans le savoir, chacune détient une partie d'un problème qui se resserre, et la prochaine décision pourrait déterminer jusqu'où la violence est encore capable d'aller. Au lendemain de cette succession d'événements, Swazik n'a plus la possibilité de minimiser ce qui lui arrive. L'agression dont elle vient d'être victime a détruit les derniers doutes qu'elle pouvait encore avoir. Quelqu'un la suit, la menace et connaît parfaitement l'existence de cet argent. Plus inquiétant encore, cet homme a prouvé qu'il était prêt à employer la violence pour le récupérer. Désormais, aucune erreur ne paraît permise. La présence de Samuel devient alors essentielle. Depuis le début de cette affaire, il a accepté de rester près d'elle sans chercher à imposer ses décisions. Il l'a accompagnée lorsqu'elle a retrouvé son appartement saccagé, puis au commissariat lorsqu'elle a enfin accepté de parler. Désormais, après l'attaque, il mesure lui aussi que Swazik ne peut plus affronter seul ce danger qui se rapproche. Son inquiétude ne peut que grandir. Pour Swazik, la menace de mort résonne avec une brutalité particulière. Marco lui a fixé une échéance précise, elle doit rendre l'argent dès le lendemain. Elle ignore pourtant toujours que c'est lui qui se cachait sous la cagoule. Cette absence de visage rend la peur presque plus grande encore, car elle ne sait pas qui observer ni de quelle direction pourrait venir la prochaine attaque. Et surtout, Adam reste au centre de toutes ses inquiétudes. C'est déjà la peur que son fils puisse devenir une cible qui l'avait poussé à prévenir la police. Après avoir senti les mains de son agresseur autour de son cou,
cette crainte prend une dimension encore plus terrifiante. Swazik sait désormais que celui qui veut l'argent n'hésite pas à franchir les limites. Cette menace devient impossible à relativiser. Pendant ce temps, Diane possède sans le savoir l'un des éléments les plus dangereux de cette histoire. Le sac de sport qu'elle a caché sous son lit contient exactement 99 900 €. En comptant les billets, elle a découvert l'ampleur de la somme, mais ailleurs, cette même somme provoque déjà menaces, saccages et agressions. Le contraste devient aussi silencieux qu'inquiétant. De leur côté, Lizzie et Warren continuent de chercher une issue à leur captivité. La fenêtre qu'ils tentent d'ouvrir reste leur meilleur espoir. Warren a presque réussi à la débloquer, et cette avancée suffit à maintenir leur détermination. Ils savent qu'ils doivent rester prudents, mais ils refusent de considérer leur enfermement comme une situation dont ils ne peuvent que subir l'issue. Dans un autre registre, Emily doit désormais faire face à ce qu'elle a découvert dans le téléphone de sa fille. Les échanges avec Marceau ont révélé qu'ils avaient consommé de la drogue. Ce qui avait commencé par les soupçons d'Esmé devant une ceinture de luxe s'est transformé en une inquiétude bien plus sérieuse, obligeant Emily à regarder la situation avec une vigilance nouvelle. Esmé avait simplement remarqué un détail qui ne lui semblait pas cohérent. En parlant à leur mère, elle a déclenché une vérification dont personne n'imaginait vraiment le résultat. L'objet luxueux passe désormais au second plan. Pour Emily, l'essentiel est ailleurs. Comprendre ce qui s'est produit, mesurer les risques et ne pas laisser cette découverte se perdre derrière une explication superficielle. Au même moment, Jack doit lui aussi accepter une réalité qu'il aurait préféré repousser. Manny va quitter Seth et son projet n'est plus celui d'une absence provisoire. Il veut s'installer en Savoie pour rester auprès de son père et l'aider chaque jour. Malgré tout ce qu'il promet à Jack, cette décision transforme nécessairement leur relation et impose une distance qu'aucun des deux n'avait réellement choisie. Manny essaie pourtant de préserver ce qu'ils ont construit. Il retarde son départ pour passer davantage de temps avec Jack et lui offre un billet qu'il pourra utiliser quand il le souhaitera. Ce geste est destiné à rendre les retrouvailles possibles, presque simples. Mais pour Jack, il ne suffit pas à effacer la douleur provoquée par la perspective de voir Manny quitter définitivement leur quotidien. Jack finit donc par exprimer ce qu'il ressent sans chercher à l'adoucir. Il en veut profondément à Manny de l'abandonner encore une fois. Derrière la colère, il y a surtout la peur de devoir supporter seul la distance et l'incertitude. Manny veut croire que leur couple résistera, mais Jack, lui, ne peut pas encore transformer cette promesse en certitude rassurante. Au cabinet, Gabriel vit une mésaventure beaucoup moins grave, mais suffisamment embarrassante pour lui servir de leçon. Après avoir appris par Nordine que Martin partirait en Thaïlande avec Raphaël, il a cru que cette dernière avait accepté le séjour offert par un client. Sa réaction impulsive l'a conduit à écrire un message virulent qu'il pensait envoyer uniquement à Soraya. L'erreur d'envoi a cependant placé Gabriel dans une situation impossible à esquiver. Son message est arrivé sur le groupe du cabinet et Raphaël l'a lu avant qu'il puisse le supprimer. Devant Soraya et lui, elle a alors rappelé une règle essentielle. Un avocat ne peut pas accepter ce type de cadeau sans risquer de laisser croire que son indépendance professionnelle peut être achetée. Raphaël a ensuite dissipé le malentendu. Elle a bien refusé le séjour offert et partira malgré tout en Thaïlande avec Martin, mais à leurs propres frais. Gabriel comprend alors qu'il s'est emporté sur la base d'une conclusion erronée. Avec Soraya, il présente ses excuses, conscient que quelques minutes d'impulsivité ont suffi à transformer une simple supposition en humiliation professionnelle. Ainsi, cette journée laisse chacun devant une conséquence différente. Gabriel doit apprendre à vérifier avant de réagir, Jack doit accepter une séparation qu'il redoute, Lizzie et Warren continuent de chercher leur liberté, tandis qu'Emily découvre des choix inquiétants chez sa fille. Mais pour Swazik, l'enjeu dépasse tout le reste, sa vie vient d'être directement menacée. Elle sait maintenant que l'homme qui recherche l'argent reviendra s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Elle ignore encore qu'il s'agit de Marco et jusqu'où il compte aller, tandis que la somme se trouve entre les mains de Diane. Entre la peur pour Adam, l'aide de Samuel et l'intervention de la police, Swazik n'a plus qu'une certitude, le danger peut frapper à nouveau.